Deuxième intervenant ce matin, Monsieur Franck Tivillier. Il est entraîneur national, responsable de l'ingénierie des formations de cadres à la Fédération française de football, en charge du développement d'aspects mentaux aussi, et il est membre du panel GIRA à l'UEFA. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, GIRA. Il nous l'expliquera peut-être. Son intervention mettra en lumière les différents processus de la formation et elle s'intitule « La formation doit d'abord s'envisager comme un processus de transformation ». À toi. Juste mettre le diaporama, c'est possible? Impeccable. Alors, déjà, je suis très heureux de l'invitation, je vous remercie. Et puis, je suis encore plus heureux de retrouver mon ami François qui est... Si je suis ici devant vous, c'est grâce à lui, parce que c'est François qui m'a demandé de rejoindre la DTN. Et en fait, on est à la même période que la période où François a réfléchi avec nous sur ce qu'il fallait faire. Et bien, ce que je vais vous présenter, c'est pour ça que il y a cette petite phrase que vous voyez peut-être pas en bas là, ce que nous voyons de l'expression que du passé, c'est une pensée péruvienne. C'est vrai que là, pour l'instant, on était déjà dans le lendemain, dans qu'est-ce qui va se passer demain, et ça fait 8 mois à peu près que je fais beaucoup de prospectives pour voir ce qui va arriver. Donc, effectivement, il y a eu un énorme travail qui a été fait par l'équipe de François quand il était en fonction. On l'a prolongé, on l'a installé, mais maintenant, il se passe tellement de choses que ça va aller très très vite. Je vais essayer, je vous le dis j'aurai pas le temps de vous rentrer dans les détails, mais de vous brosser un peu ce qui est en train d'arriver. Alors je vais commencer par me présenter, mais c'est pas tant moi qui est important, c'est un élément de mon parcours que je voudrais mettre en évidence par rapport à ce qui est en train d'arriver. C'est surtout ça. Après, bon, ça fait 23 ans que je suis à la fédération. J'ai un parcours d'adjoint d'un conseiller technique dans un département pour me retrouver quelques années plus tard à la fédération responsable de la formation. Et voilà, donc c'est une expérience dans une entreprise. 23 ans dans une entreprise, je crois qu'actuellement c'est aussi assez rare, de plus en plus rare. Mais c'est extrêmement riche parce que ça m'a permis aussi d'avoir une overview, une vision complète de ce qu'est le métier de technicien et puis de voir l'évolution de notre fédération et de nos clubs depuis plus de 23 ans. Ce qui est important, ce que je voulais mettre en évidence dans la présentation, c'est qu'il y a dans mon expérience personnelle, il y a 2 événements déclencheurs. La première, c'est que j'ai arrêté l'école en 3e. J'étais pas du tout motivé par l'école. Ce qui m'intéressait, c'était le football, le football, le football. J'ai eu un parcours de joueur de niveau 3e division nationale. J'ai été en équipe de France de jeunes. J'ai fait les sélections de jeunes. Et puis j'étais à Saint-Étienne et à Lyon. Et donc ma tête, c'était le football. Je veux devenir joueur professionnel et les études, vraiment, ne m'intéressaient pas. Et puis en plus, j'étais pas du tout scolaire. Vraiment, j'ai pas du tout aucune capacité de rester en cours, à écouter des enseignants. Voilà. Et puis mon deuxième, c'est que je ne suis pas devenu professionnel. Ça, c'était le deuxième événement majeur. C'est que ce que tu projettes dans ta vie, ça ne se passe pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au jour d'aujourd'hui, 62% des dirigeants disent qu'ils vont employer quelqu'un sur la base des soft skills. Alors qu'est-ce qui me caractérise moi dans mon expérience, et c'est d'ailleurs pour ça je pense que François m'a appris, c'est que j'ai une soif d'apprendre et de comprendre, j'ai toujours eu ça en moi, ça a toujours été quelque chose qui essaie de comprendre vraiment en permanence les choses. J'ai un intérêt très fort pour l'humain, c'est pour ça aussi que je m'intéresse beaucoup à la dimension mentale. Et puis j'aime développer des projets. Alors, on se retrouvait beaucoup avec François, on s'appelait très tôt le matin et parfois très tard le soir pour évoquer des projets. Il me dit j'ai pensé à ça, puis moi j'ai dit j'ai pensé à ça, et puis on engageait un certain nombre de projets. Ça c'est un élément fort. C'est-à-dire les hard skills, les enseignements que nous on dispense, soit dans le monde fédéral ou dans le monde universitaire, dans le monde scolaire, tout ça, ça a moins de poids maintenant, et c'est le paradoxe, quand des professionnels souhaitent salarier ou employer des gens, ils mettent en évidence les soft skills, c'est-à-dire ce qui détermine réellement le programme de l'individu, de la personne. Et depuis l'année dernière,
Je suis dans un groupe de travail à l'Union européenne et on a régulièrement des interventions sur sujet de facultés européennes qui viennent mettre en évidence comment maintenant on peut identifier et reconnaître cette compétence-là. D'où l'intérêt de cette notion de connaissance de soi. Alors, première chose, je vais vous brosser un portrait de ce qui est en train de se passer sur le territoire, sur la scène nationale, mais aussi internationale. Je ne vais pas aller dans le détail, je n'aurai pas le temps, mais montrer que c'est en mouvement. Et ce qu'a vécu François à son époque, eh bien, je pense que maintenant, le mouvement est encore à une autre échelle. Il n'est plus que national, et c'est vraiment un mouvement international. Alors, je l'ai matérialisé comme ça pour faire voir un peu comment les pressions qui s'exercent sur le système fédéral actuellement et qui nous invitent à être vraiment hyper à l'écoute et attentif à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement? La première chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une agence du sport qui vient d'être créée, donc on se dirige vers un système un peu anglo-saxon, hein, avec le sport, l'élite sportive qui va être gouvernée par une agence. Et puis l'autre paramètre, c'est qu'on a la création aussi de France Compétences, qui est une entité qui va régenter, qui va organiser, qui va gérer, reconnaître plutôt toutes les qualifications professionnelles sur le territoire. Et on a eu depuis des années des grandes discussions autour de la place des cadres d'État dans les fédérations. Vont-ils rester? Est-ce qu'ils sont remis à disposition de l'éducation nationale? Puisque demain, ça va être l'éducation nationale. Enfin, il y a une grosse discussion qui s'opère autour de ces aspects-là, qui a des conséquences sur les ressources des fédérations. Là, ça a des conséquences sur le contrôle des certifications. Là, ça a des conséquences sur les politiques sportives. On a aussi, dans le cas du ministère, alors je ne vais pas en parler parce que ça a été éteint et puis ça revient à l'ordre du jour, ce qu'on appelle des réflexions autour de la proportionnalité réglementaire, c'est-à-dire une forme d'ubérisation de la formation, hein, pouvoir enseigner non plus qu'avec un diplôme reconnu au registre national des certificats professionnels, mais peut-être aussi demain avec des diplômes fédéraux. Et puis, pour y être dedans et vous dire à quel point c'est un système hyper complexe et les États n'ont pas forcément toujours la main sur le plan européen, puisqu'il y a beaucoup d'organismes, d'ONG, de systèmes d'influence, voilà, c'est très impressionnant, mais eux, ils veillent à une chose, c'est que les pays n'aient pas de monopole. Et principalement aussi les fédérations, puisque les fédérations, les États peuvent exercer une forme de monopole. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le discours global, c'est pas de parler des licenciés, c'est de parler des pratiquants sportifs. L'enjeu, il est autour des pratiquants sportifs. Et ce qui veut dire la prise en charge des pratiquants sportifs pour demain. Donc ça, c'est des problématiques qu'il s'agit de prendre en compte. L'autre paramètre qui est très fort, c'est la place de l'UEFA dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, un entraîneur qui veut exercer dans le monde, il est tenu, pratiquement dans tous les pays du monde, on lui demande sa licence UEFA. Du coup, ça amène les confédérations à exercer une pression sur l'UEFA pour qu'il y ait des principes de reconnaissance mutuelle. Donc c'est tout un processus. Les pays avec les diplomaties, puisqu'on a un gros dispositif maintenant aussi avec la fédération pour accompagner des pays engagés. Voilà, on va signer prochainement un partenariat avec l'Agence nationale de développement sur le plan de la collaboration avec l'Afrique. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir aussi que le football et les clubs évoluent, que ce soit les clubs amateurs ou les clubs professionnels, ils évoluent avec des modèles qui se transforment et qui changent. Alors tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à plusieurs choses. Moi, je me centrais sur ça. Ça nous amène à être singulier dans notre projet de formation des entraîneurs avec un dispositif centré sur cette notion de transformation, puisque si c'est les soft skills qui deviennent hyper compétents, à un moment ou à un autre, il faut aussi qu'on soit capable d'aider les personnes à les reconnaître, à les identifier et à devenir des experts dans le domaine. Mais aussi, on doit aider nos entraîneurs à comprendre le système dans lequel ils interagissent et ne plus penser que l'emploi, ça va se passer dans un club pendant toute sa vie et que ça va être uniquement une compétence qu'on va mettre au service d'une structure et qui va nous permettre de vivre. Ça ne se passera pas comme ça. Là aussi, il y a toute une réflexion qui conduit sur l'emploi de demain et comment ça va s'organiser. Et puis le deuxième paramètre que je ne vais pas développer là, c'est la mutation des clubs professionnels et amateurs avec des éléments de citoyenneté, des RSE, des RSO qu'il faudra de toute manière prendre en compte dans les années qui vont arriver, et puis les emplois, j'en ai parlé. Voilà, donc j'ai été très vite, mais c'est pour vous montrer à quel point ça bouge dans tous les sens et qu'on ne pourra pas faire l'économie, de toute manière, de prendre en compte le mouvement parce qu'on est sous influence. Élément important,
ce qui est dans les rencontres que j'ai faites dernièrement, il y a 3 éléments qui sortent de manière très forte aussi quand on parle de l'enseignement de demain. 3 éléments qui sortent de manière très très forte. La première, l'enseignement de demain, il faudra être dans cette notion d'éducation permanente, c'est-à-dire de mettre en place des processus de formation qu'on appelle des processus agiles. D'où l'importance des formations à distance, d'où l'importance de pouvoir prendre en compte aussi des dispositifs avec des unités modulaires, capitalisables, voilà ce qu'on avait déjà mis en place et initié à l'époque, puisqu'on gère la VAE, on organise la formation professionnelle continue. Voilà. Le processus de formation sera de toute manière un processus agile et qui va s'opérer par réseau, avec un autre concept qui va arriver très fort, qu'on va appeler les communautés apprenantes. Et bon, on voit ça sur Internet, hein, inévitablement, mais c'est au-delà. Quand on est un expert, j'aime bien une phrase, j'ai été beaucoup inspiré quand je me suis reconstruit après tout seul, quand il a fallu aller chercher des formations et tout, je me suis beaucoup inspiré des travaux de Henri Laborie. Et Henri Laborie disait, un expert, c'est un monotechnicien polyconceptualiste. Donc il est dans un domaine, mais il se nourrit de l'ensemble de ce qui peut être autour de lui. Ça m'a beaucoup inspiré. Le deuxième élément qu'on ne peut plus ignorer maintenant, c'est que c'est cette notion de sagesse qu'il s'agit de construire aussi chez chacun d'entre nous, globalement, hein, parce que on doit s'élever un peu individuellement et collectivement, parce que de toute manière, le système dans lequel on est et la vitesse à laquelle on roule, on va dans le mur. Mais tout le monde le sait, mais tout le monde fait un peu l'autruche en même temps, hein, puisqu'il y a des logiques économiques, voilà. Mais malgré tout le monde le sait. Et quand on commence à dire, oui, mais alors il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, oui, mais alors combien ça coûte? Oui, mais combien si? Sauf qu'à un moment ou à un autre, ce ne sera plus possible. Donc si nous, on ne travaille pas un peu sur cette dimension de la sagesse, il est clair qu'on ira, quoi qu'il arrive, dans le mur. Et le troisième paramètre, c'est on va vers des nouveaux profils de leaders qui ont une capacité à voir les choses non plus simplement dans une matière ou dans un domaine ou dans un champ, mais qui auront une capacité à voir les éléments en interrelation, en interaction. Si on n'est pas le leader de demain, il sera obligatoirement comme ça. Les managers de demain seront obligatoirement comme ça. Les experts, il y en aura toujours, mais les experts ne pourront plus être des leaders parce qu'ils ont une vision qui sera de toute manière trop réduite pour pouvoir être inspirant et pour pouvoir être fédérateur. Ceci étant, dans les réflexions aussi sur les secteurs d'évolution, il y a 6 secteurs sur lesquels on va commencer à travailler. On a déjà commencé à travailler avec la fédération, qui sont des secteurs qui pour nous sont des secteurs importants. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le concept de communauté apprenante. C'est-à-dire, quand on met en place une formation, on met en place une formation et chacun des acteurs de la formation contribue à la formation. Là, je sors de la licence UEFA Pro, enfin, du BEPF, là, au Mans, on était 4 jours en club, comme on le fait maintenant, on va dans les structures. Et en fait, je leur ai encore dit, avant de partir, c'est vous qui faites la formation. Nous, on crée les conditions pour générer le meilleur de chacun d'entre vous et co-construire les compétences au travers de vos expériences, les expériences qu'on va avoir ensemble. Et là, il y a tout un processus. On va travailler avec des experts sur le dossier, parce que là, il y a vraiment tout un processus à mettre en place qui est magnifique. Deuxième levier, c'est ce paramètre sur la connaissance de soi. Alors, le système social, mais c'est vrai, pendant le cas des entraîneurs, ça va vite vous parler, la pression qui s'exerce sur les entraîneurs est de plus en plus forte. L'espérance de vie d'un entraîneur, ça a été 18 mois, maintenant on est à 12 mois au niveau pro, donc ça veut dire que ça va aller de mal en pis. J'étais avec mon collègue DTN israélien au panel Gira, et il me dit, je crois qu'en première division, il me disait, il y a 14 clubs, et ils ont utilisé 36 entraîneurs. Donc c'est pas un problème franco-français, c'est un problème qui est sur la planète entière. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression, le système va de plus en plus vite, donc il faut répondre de plus en plus vite, il faut donner des résultats et avoir des résultats de plus en plus rapidement. Et du coup, il y a une pression qui s'exerce sur l'individu qui est très forte, et il faut aider l'individu à exercer une contre-pression. Sinon, il explose en vol. Et pour pouvoir maintenant avoir une très bonne connaissance des entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2 en France et à l'étranger, ils ne le disent pas, parce qu'en France, c'est paraît suspect quand on dit qu'on est accompagné, mais 70% d'entre eux sont accompagnés. Il faut aussi le savoir. Et donc, c'est un paramètre qu'on a intégré dans nos formations. L'autre levier, c'est tout ce qui tourne autour des technologies. Ces paramètres-là, on y est dedans, on y est à fond dedans, hein, la digitalisation, l'intelligence artificielle, les big data, le transhumanisme, la réalité augmentée. Pour un exemple concret,
J'ai été en Italie sur une réunion de l'Union européenne, et puis j'ai un collègue qui revenait d'un séminaire à Barcelone, où il m'a dit est-ce que tu es au courant de ce qui se passe au Mexique sur la gaymétisation? J'ai fait non, c'est quoi? Ben, il me dit en fait, en Ligue 1 et en Ligue 2, tous les clubs sont partenaires d'une société où c'est pour augmenter l'expérience du fan pendant le match. Vous regardez le match, vous avez votre joystick, et puis votre club, votre équipe rate l'action de but, et bien vous pouvez la rejouer tout de suite derrière et la réussir. Voilà. Donc on augmente la réalité. Voilà. On passe vraiment une autre dimension. Nous, c'est des domaines sur lesquels on va travailler beaucoup aussi, sur l'entraînement intégré, l'efficacité dans la prise de décision, l'entraînement individuel. Les paramètres aussi sur les pédagogie à l'émergence, de moins en moins de PowerPoint. Voilà, ça c'est un domaine. Les amphis, par exemple, les amphis, nous on ne les utilise pas à la fédération. C'est vrai que c'est un paramètre. Déjà, moi j'ai plus de mal, de par mon histoire, à mettre les gens et puis à leur faire quelque chose de descendant. Et on a beaucoup travaillé sur des logiques en interaction, en interrelation. Mais je vous ferai juste après une petite démonstration à quoi ça pourrait ressembler et comment on l'organise déjà, cette notion d'émergence. Ça, c'est les modalités pédagogiques de demain. Et puis, un autre paramètre qui me tient vraiment à cœur, c'est le bien-être, mais le bien-être au travail. Et bon, c'est pas nouveau, hein, mais par exemple, pour avoir visité régulièrement aussi des structures dans le monde et en Europe et dans le monde. Et puis, j'ai un collègue là qui est dans un projet avec Jean Nouvel, le projet Éclat, vous allez voir sur Internet, c'est assez intéressant. Jean Nouvel crée un building à la Défense là, pour le travail, tout est centré autour du bien-être. Mais ça, on n'y échappera pas non plus. Parce que de toute façon, on va vers cette société où on veut un peu plus d'être mieux connecté à soi, mieux connecté aux autres, mieux connecté dans notre environnement de travail. Donc il y a plein de choses qui sont importantes à prendre en compte. Voilà, 6 secteurs d'évolution et 6 secteurs d'évolution à développer. François avait une pensée, c'est que cette pensée continue à nous suivre, c'est une équipe, un éducateur formé. Alors, il l'a expliqué, maintenant on a 46 000, on fait 46 000 personnes en formation par an, pas forcément des gens qui obtiennent le diplôme, mais on a 46 000 qui viennent se former. Bon, c'est un élément relativement important, hein. On a des volumes qui sont très très forts, et un des leviers sur lesquels on appuie beaucoup, c'est celui-ci. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on améliore la connaissance de soi est un accélérateur d'apprentissage. Parce qu'on dit on va travailler sur les joueurs, on va faire ça, on va mettre en place ça sur les joueurs. Souvent on vient me voir, on dit bon là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai mes joueurs sur la préparation mentale, je voudrais qu'ils développent ça. Mais la première chose que je demande, toi tu fais quoi pour toi? Tu te connais toi? Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Où tu en es par rapport à toi? Parce que ça ne sert à rien de commencer, c'est pour ça qu'on fait un gros travail sur les entraîneurs. Les outils, les techniques, les machins, les trucs, il n'y a rien qui s'installe dans la durée si les personnes qui pilotent ne sont pas convaincues de la nécessité absolue, je ne dis pas mais absolue, de mettre en place ça parce que déjà ils ont vu les effets sur eux-mêmes. Donc il n'y a rien qui s'installe dans la durée. Donc on essaye, je dis bien on essaye parce que c'est prétentieux de dire qu'on y arrive tout le temps, mais de sensibiliser beaucoup sur ces leviers-là, parce que plus on apprend sur soi, moins on se raconte d'histoires, plus on est au clair avec son ego, et plus on est capable d'aller vraiment aller chercher les vraies problématiques qui sont à travailler. C'est un paramètre, par exemple, qu'on retrouve beaucoup à l'Union européenne. Dans les groupes de travail dans lesquels je suis, ils travaillent beaucoup sur la connaissance inter- et intrapersonnelle. Voilà, c'est vraiment le self-awareness, c'est vraiment un domaine qui est, en France, on est encore un petit peu à la traîne, mais parce qu'il nous faut un peu plus de temps pour intégrer. Une fois, par contre, quand on est lancé, on y va, mais il nous faut un peu plus de temps. Alors que c'est vrai que sur la scène européenne et mondiale, puisque j'étais au Brésil il n'y a pas plus tard qu'un an, à la même période quasiment, ils sont déjà dans ces paramètres-là. Ils sont déjà dans ces questionnements-là. Un exemple d'évolution sur la formation, bon, pour vous donner un petit peu ce qu'on fait déjà et comment on s'y prend. En fait, j'aime bien cette notion de trans, c'est aller au-delà de. Hein. C'est un peu ça la notion de trans, hein, aller au-delà de quelque chose. Donc transformation, c'est aller au-delà de la formation, aller au-delà des hard skills pour justement toucher un peu ces soft skills là, qui sont de plus en plus importantes. Eh bien, il y a 3 enjeux.
L'enjeu des feedbacks, la qualité des feedbacks, ce que vous renvoyez, l'information, comment elle est reçue, comment elle est renvoyée, parce que on se construit grâce aux autres. Et plus on a des feedbacks de qualité, plus on va se construire. La qualité de l'accompagnement, et puis les modalités de certification. Mais ça, c'est un peu mon histoire, ça. Parce que moi, quand j'avais des certifications, ça me faisait flipper à l'école, mais j'en étais malade, hein, j'avais des maux de ventre et tout. Donc, quelque part, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que quand les gens vont venir certifier à la fédération, c'est un dossier qu'on avait souvent travaillé avec François, et ça leur soit utile. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que certifier des pseudo-compétences, parce que bon, quand on certifie des gens en formation pendant un temps donné, est-ce que la compétence, elle est engagée ou elle est stabilisée? Voilà, c'est encore un autre questionnement. J'en ai parlé sur la qualité de la circulation de l'information et rappeler que l'information, c'est de l'énergie. Donc, souvent, les problèmes dans des groupes, dans des collectifs, vous savez, hein, quand il y a des problèmes, un groupe, ça ne fonctionne plus, il suffit simplement de redonner la parole, de faire circuler la parole, et ça règle le problème, hein, les gens se disent les choses. La deuxième chose, c'est sur l'accompagnement, on travaille sur deux leviers, la vitalité et l'identité. Et je redévelopperai après, sur les certifications, il faut que ce soit des certifications qui soient nourrissantes, qui servent à la personne. Et j'en parlerai juste après. Comment on met en place ça? Quand on parle de feedback, on parle de contribution. Cette notion quand on parle de feedback, on parle de questionnement, et quand on parle de contribution, on parle comment chacun des individus, des stagiaires, va enrichir la formation. Quand je rentre en formation, notre modèle de fonctionnement, sur les formations pas de base, parce que quand on est sur la formation de base, on a peu de temps et on donne des cadres et on essaie à la personne d'aider à ce qu'elle fasse le moins d'erreurs possible. Mais quand on commence à rentrer sur des formations de longue durée, on travaille avec eux sur cette notion de contributeur. Comment tu contribues, toi, à faire en sorte que tu vas enrichir la formation. Quand on est sur le feedback, on va travailler sur toute la problématique autour des questionnements. Et j'y reviendrai après. Et puis après, le deuxième levier, quand on est sur l'évaluation, on va travailler sur les problématiques de production. Quand je sors de la formation, ce que j'ai produit doit tout de suite m'être utile. Ça doit pouvoir me servir. Donc, comment on va évaluer ces domaines? Parce que c'est souvent une problématique. Comment on fait pour évaluer à chaque fois? Comment on fait pour donner un diplôme? C'est une grosse crainte, une grosse appréhension. Oui, mais tu te rends compte, on donne un diplôme. Ok, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, ok, le diplôme reste important. Et je ne dis pas que demain, il ne faut plus donner de diplôme. Mais je dis peut-être que le diplôme, il doit être accompagné d'autres motivations que simplement donner un diplôme. Dans les contributeurs, des exemples, par exemple, on va travailler sur la participation lors des travaux de groupe, lors de l'animation dans la vie collective, des présentations de bonnes pratiques. Dans le questionnement, on travaille sur de la supervision, de l'auto-évaluation, des passages par les propres stagiaires ou par lui-même, de la fixation d'objectifs, voilà. Rien de nouveau, hein. Tout ça, vous le savez. Il n'y a pas de nouveauté, simplement que tout est orienté sur ça. Et dans les productions, c'est quand on travaille sur les notions d'identité, c'est-à-dire apprendre de moi, de qui je suis et comment je fonctionne. À un moment ou à un autre, l'objectif, ça doit aider l'entraîneur à produire son projet de jeu. Parce que de ma connaissance de qui je suis, je vais traduire ça dans la manière dont je vais faire jouer mon équipe. Parce qu'il y a une connexion. Et quand on va travailler sur les notions de vitalité, c'est-à-dire comment je récupère de l'énergie, comment je peux éviter de trop en perdre, à un moment ou à un autre, on va travailler sur le projet sportif. Parce que ça va être aussi l'enjeu de mettre en œuvre dans la structure tous les leviers qui vont favoriser la vitalité collective. Donc quelques exemples quand on attaque sur cette notion d'identité. On commence par un questionnaire qui s'appelle le NéoPIR, le questionnaire de personnalité révisée, qui est vraiment un outil très intéressant, assez complet. C'est un questionnaire de traits. Hein, il y a deux gros questionnaires de traits, il y a le MBTI et puis celui-ci. Et puis les processus, on a beaucoup de documents ou d'outils sur l'auto-analyse. L'auto-analyse de ce que je fais, et comment je le fais, et comment les autres perçoivent ce que j'ai fait. Parce que les autres aussi m'en renvoient. On travaille beaucoup sur cette notion de fixation d'objectifs, qui est un levier relativement fort. Les feedbacks,
autour de confrontation, d'auto-évaluation, d'intervision, de régulation. Plus je renvoie de l'information et plus je reçois de l'information, mais quand même dans un domaine et un champ bien spécifique et dans un processus bien cadré, plus je me comprends. Et donc plus je me comprends, plus je suis capable de comprendre l'autre. Parce que c'est quand on a des certitudes et quand on a des entraîneurs qui arrivent et qui sont bourrés de certitudes, qui ont une grosse expérience, qui ont un gros parcours de joueurs et tout. Alors je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, parce qu'il y a eu des contre-exemples. Mais à un moment, il faut essayer de déconstruire ça pour les aider à se questionner là où ils en sont. Ce n'est pas un exercice simple. Donc ce que je vous disais, de la vitalité, on va travailler sur le projet de vie collectif, et de l'identité, on va travailler sur le projet de jeu. Pour tendre vers des cours type émergence. Alors un exemple de travaux, de ce qu'on peut faire par exemple quand on est sur une séquence de travail à l'émergence où, je vous le rappelle, il n'y a pas de PowerPoint. On va prendre une problématique. Par exemple, on va travailler, admettons, en l'occurrence, sur la concentration. D'accord ? On se dit, hop, on ouvre une séquence, tac, on fait un travail sur la concentration. On va se poser quelques questions, parce que c'est un peu ça l'idée de l'émergence. C'est comment maintenir un haut niveau de concentration tout au long de l'entraînement. On pose cette question, on démarre la séquence de travail ensemble comme ça. OK. Derrière, l'enjeu, c'est faire repérer chez les personnes un objectif de transformation à un moment précis. C'est-à-dire qu'à un moment précis, l'entraînement, c'est très large. Sauf que si on veut taper juste, il faut cibler à un moment particulier à l'entraînement. On pourrait imaginer, je veux que mes joueurs ou mes joueuses soient capables de réactiver leur concentration après une erreur, un échec, un but, parce qu'on sait que c'est les moments où il y a une perte, une chute des leviers de concentration. Derrière, on va faire repérer chez les personnes ses propres pratiques. Parce que comme on est dans une logique d'être contributeur d'eux, c'est pas, du coup, la fédération, même si elle a des bonnes pratiques, elle a expérimenté des choses, elle doit d'abord s'appuyer sur les pratiques en cours pour pouvoir les mettre en mouvement. Parce que c'est parce que j'aurai mis des choses en mouvement en moi que je vais comprendre la vision de l'autre. Donc, j'utilise actuellement ces types de leviers. Voilà. Là, d'où le partage et l'interrelation, l'interdynamique, et c'est là, avec le travail qu'on a fait avec les Canadiens, nous a beaucoup aidé, puisque les Canadiens nous ont beaucoup accompagnés dans tous les différents types de processus, les outils, les interrelations. Vous avez aussi Jean-Louis juste devant, il a fait le même travail avec les collègues canadiens, qui était vraiment très très intéressant. Et puis enfin, c'est là où, en fin de boucle, le formateur intervient pour lui mettre l'accent sur un ou deux points qui vont être mis en application immédiate et en transcription concrète sur le terrain ou des bonnes pratiques. Voilà. Donc là, on utilise très peu parce qu'il peut y avoir un support final, mais on utilise très peu le PowerPoint, mais par contre, c'est tout un processus, c'est la gestion d'un processus. J'ai fini. Pour terminer, j'ai une diapo et une petite vidéo de 2 minutes, de 40 secondes à vous faire voir. C'est cette notion-là on ne peut plus ignorer non plus dans la performance, c'est le bien-être. Maintenant, de plus en plus dans les boîtes, dans les grosses sociétés, on va avoir des directeurs du bien-être. On va avoir des gens qui sont centrés sur la performance autour du bien-être. Et il y a des études qui sont assez intéressantes. Donc là, il y a un petit sondage qui avait été fait. Si vous deviez, si on accordait des budgets à l'État en priorité au bien-être des Français, qu'elle devrait être affectée, à prendre davantage sur le respect des autres et davantage en connexion avec la nature. Donc ça interpelle quand même. Et puis, il y a une très grosse étude qui a été faite de plus de 70 ans, 75 ans, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, il faut aller la voir sur Internet, c'est magnifique. En fait, ils ont suivi Harvard pendant 75 ans, 724 personnes dans tous les secteurs. Ils ont eu des chefs d'État, ils ont eu plein de gens. Et à la fin, ils leur posent la question, mais en fait, au final, qu'est-ce qui était important dans votre vie ? Qu'est-ce qui était important ? Tous, sans exception, qu'ils disent que c'est la qualité des relations et des interrelations sociales. C'est pas les succès, c'est pas les titres, c'est pas les machins, c'est pas tout ça, c'est la qualité des relations et des interactions sociales. Et on en parle souvent quand François était à la fédération, on continue à savoir régulièrement au téléphone, mais c'est la qualité, cette qualité-là, ça n'a pas de prix. Je voudrais terminer par ce bonhomme-là, Albert Jacquard. Ça dure 40 secondes. Il dit quelque chose
qui est merveilleux, moi je trouve. Tu peux la lancer, s'il te plaît? Peut-être avec le son. Toute son intelligence à étudier des choses qui vous... Ça va arriver les deux là. Il faut donc être dans les meilleurs, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça signifie meilleur? Ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas, mais qui sont au programme. Et par conséquent, c'est faire vraiment acte de soumission, c'est faire preuve de conformisme. Et actuellement, le système des grandes écoles, le système de la compétition, ne fait que sélectionner les plus conformes. Or, on a besoin d'un monde, on entre dans un monde qui va se renouveler, et plus on est conformiste, plus on est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Non, ce qu'il y a de meilleur en Albert Jacquard, s'il y a quelque chose de bon, ça ne m'est pas venu de là, ça m'est venu des regards que j'ai acceptés, non pas des compétitions que j'aurais gagnées. Alors je suis un peu provoque, c'est pas du tout l'idée, c'est pas de remettre en cause les principes universitaires ou même nous ce qu'on fait au niveau fédéral, simplement il met l'accent sur quelque chose, sur la différence. Ce qui fera, et je m'adresse à tous les étudiants qui sont dans la salle, ce qui fera que demain vous existerez et vous serez heureux, c'est parce que vous serez différent. C'est ça qui fera la différence. Et que vous proposerez quelque chose de différent. Voilà. Merci. Des questions dans la salle? Non? Oui? Oui? Bonsoir, je vous remercie de votre intervention. Je suis étudiante en psychologie et votre intervention m'a du coup beaucoup intéressée sur toute cette dimension des soft skills. Et je voulais savoir si vous pensez qu'il y avait une place justement pour les psychologues du sport dans cette approche, soit auprès des formateurs et des éducateurs, soit directement auprès des jeunes. Bien sûr qu'il y en a une. Et on travaille déjà, puisqu'on a une collègue là qui finit son doctorat, que François avait fait entrer, Chloé Le Prince, là, qui travaille à l'INSEP et qui bosse avec nous et qui accompagne les jeunes. Bien sûr qu'il y a une place et les clubs professionnels sont de plus en plus sensibles à l'accompagnement par des experts et des spécialistes. Et je pense que c'est très bien ainsi. Je pense que nous, notre domaine et notre rôle, il est dans l'accompagnement du sportif, dans son activité, et après il y a tout un pan à côté de la vie de la personne dans lequel il faut des experts, bien sûr. François, est-ce que le cercle de l'industrie et les compétences des associations comme la Jeune Chambre économique qui font appel à des nouveaux CV, les CV citoyens, à travers les savoir-être et savoir-être et savoir-faire, est un réel transfert avec ce qui se passe là, ce que vous nous avez exposé? Ou vous en êtes inspiré, ou c'est une source ou pas du tout? La question, c'est quoi précisément? Est-ce que le modèle économique de certaines institutions a été une source pour vous dans ce que vous avez créé sur les 6 secteurs, notamment avec l'antenne nationale, régionale et départementale des jeunes chambres économiques, qui met l'accent sur ces CV citoyens et ces démarches citoyennes de savoir-être, de CV citoyens avec l'appartenance, et ce qui ressort, c'est la compétence de la personne et non la formation en tant que telle, en fait. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, ce qui m'a beaucoup inspiré dernièrement, c'est les rencontres que j'ai faites, et puis et particulièrement j'ai rencontré l'ancien conseiller de Jacques Delors à la Commission européenne, à l'Union européenne, qui était chargé de la cellule de prospective et qui avait fait tout un travail. On a passé de longs moments à discuter, et il m'explique à quel point maintenant on passe d'un monde, et il m'a démontré par un certain nombre d'éléments, et puis j'ai pu vérifier à droite à gauche en baladant aussi à droite et à gauche, qu'on passe d'un monde matériel à un monde immatériel.
Donc du coup, l'économie, elle va complètement basculer vers un monde de la connaissance et par contre un monde immatériel. Pour autant, il va falloir continuer à y avoir des professionnels qui vont travailler dans différents domaines. Tout ne va pas devenir immatériel, beaucoup de choses. Mais il m'a pris plusieurs exemples, et particulièrement en Belgique, parce qu'il est belge, et à côté de Bruxelles, il me dit, je ne me rappelle plus l'entreprise, la boîte qui m'a dit, il y avait 5000 licenciés, il y avait 5000 salariés, il y avait 5000 salariés dans l'entreprise, et aujourd'hui, ils sont 5 et ils produisent 7 fois plus. Donc ça te montre l'évolution de la société. C'est comme en 1900, en 1915, 80% de la population européenne travaillait dans l'agriculture. Maintenant, c'est combien? 4%. C'est 4% et on produit 7 fois plus. Donc on voit bien que, et plus ça va, et plus ça se transforme comme ça. Donc effectivement, quand je dis qu'il faut être différent, on a chacun notre place. Il n'y aura personne, je pense qu'à partir du moment où on est bien connecté à ce qu'on doit faire, et qu'on sait pourquoi on va dans cette voie-là, et ce n'est pas forcément les parents qui le savent pour les enfants, eh ben on trouvera sa place. Ça, j'en suis convaincu. Mais il faut être connecté à soi. Franck, une autre question? Très vite, parce qu'après on va être pris par le temps. Bonjour. Vous avez dit que vous allez peut-être avoir des liaisons avec d'autres fédérations au niveau du travail ou du projet. Mais en ce moment, en fait, les diplômes qui viennent de l'étranger au niveau du football ne sont pas reconnus ici. Par exemple, je propose mon cas, je suis entraîneur de gardien de but avec la Fédération tunisienne du football. Mon diplôme, il n'est pas reconnu en France. C'est quoi le... Alors, c'est pas qu'il n'est pas reconnu en France, c'est qu'il n'est pas reconnu en Europe. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire reconnaître votre diplôme par la voie de la VAE, la validation d'acquis d'expérience. On regarde en France, n'importe qui, c'est d'ailleurs une des évolutions majeures de la convention UEFA qui va arriver, c'est qu'ils vont s'inspirer, ils sont obligés, parce que l'Union européenne, et bon, ça serait trop long pour vous expliquer, va figurer maintenant dans les textes de la convention UEFA, et c'est un peu à l'origine de la France et de la Belgique, que tout individu qui vient avec une compétence, à savoir européen ou extérieur à l'Europe, devra pouvoir faire valoir ses compétences par l'intermédiaire de la voie de la VAE ou de l'équivalence. L'équivalence, c'est pas possible. Pour qu'il y ait équivalence, il faut qu'il y ait un accord entre des confédérations. Et il n'y a pas d'accord entre la CAF et l'UEFA pour le moment. Mais par contre, rien ne vous empêche de venir déposer une demande de VAE en fonction d'une expérience que vous allez démontrer et des compétences que vous allez démontrer en France. On fait partie avec la Belgique de ces pays qui le permettent. Et l'Union européenne veille à ça maintenant parce que en fait, ce qu'on appelle avec la libre prestation de services qui s'opère en Europe, sans quoi on est attaquable. Mais nous, on est clean par rapport à ça, au contraire. On est un des rares pays à pouvoir vous permettre ça. Merci. On a eu l'exemple de Bielsa, effectivement, en France. Voilà. Bien, merci. Ok, merci.